On va commencer d'abord par Rémi. Vous allez voir toutes les personnes qui sont là, c'est un peu comme les Avengers. Chacun il a sa spécialité. Donc Rémi, il est... tu peux venir. On peut l'applaudir. Alors Rémi, il est paysagiste, concepteur, urbaniste. Enfin, il va se présenter mieux que je le fais. Et il va vous montrer en fait comment on peut imaginer la ville de demain grâce au BIM et les défis qu'on a actuellement. Vous allez voir, en plus il s'est hyper bien habillé aujourd'hui. Mais vous allez voir, il est vraiment expert dans son sujet. Donc Rémi, tu peux y aller. Bonjour. Ouais, ça marche. Impeccable. Alors, si tu veux passer, Voilà. Donc, je suis paysagiste concepteur du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et je viens vous présenter Les Nouveaux Mondes que vous pouvez récupérer ici, qui est la magnifique revue de Léonard. Et tout d'abord, je voudrais remercier l'équipe Arsenio qui nous accueille, et Vinci, donc Julien, Karim et Yasmine, et tout particulièrement Regina qui nous a fait évoluer sur un certain nombre de logiciels, FBIM, Revit et Navisworks. Encore une fois, pour nous, c'est une immersion, une découverte. Je viens du monde de la conception. J'ai pu faire des écopolises comme celle de Village Nature pour Disney et plus récemment la passation des marchés des quartiers olympiques où on a appliqué effectivement le BIM à grande échelle, l'un des 7 projets novateurs de l'Île-de-France. Pour le coup... Et Rémi, il ne le dira pas parce qu'il est modeste, mais il est jury dans les villes fleuries. Vous voyez, quand vous arrivez dans une ville en Île-de-France, vous voyez un panneau avec des fleurs qui dit si la ville est voilà, fleurie ou non. Il fait partie de ces jurys en Île-de-France. Donc il a un pouvoir énorme, il peut dire si une ville est fleurie ou non. Alors, mais il fait partie de ce jury-là en Île-de-France. Merci Karim. Effectivement, vous l'avez peut-être remarqué, sur 7200 villes de France, vous avez ces petites fleurs qui vont jusqu'à 4. Et les 3 premiers niveaux sont de l'ordre du cadre de vie. On prend en compte aussi la décarbonation et la déminéralisation. Et au 4e niveau, on prend le géoréférencement, les relevés dendrologiques, c'est-à-dire relevés de la végétation, les cartes que l'on peut faire sur les déperditions. Tous les facteurs du cadre de vie et du bâti sont pris en compte dans ce label qui est porté par le ministère de la Transition écologique et donc Paris Région. Donc j'en porte une, mais on est une trentaine pour l'Île-de-France, ainsi à passer dans les communes tous les 3 ans et à ainsi promouvoir tout le travail d'équipe, que ce soit des élus et des techniciens. Le but, c'est de créer une cohésion entre les équipes et de permettre à nos mairies de communiquer sur leurs avancées en transition écologique. Donc effectivement, merci Karim. C'est une doléance de nos élus, en tout cas, de prendre en compte toute cette évolution et cette passation vers des îlots de fraîcheur. Donc, je vais vous présenter ainsi. Hop. Voilà. Voilà, comme vous l'avez compris, je vais vous présenter les changements climatiques et leurs impacts, ce nouvel urbanisme, les stratégies d'adaptation et comment cela peut être pris en compte dans les modèles BIM. Voilà. Donc le changement climatique, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, a un impact sur le vivant et sur la biodiversité. On a plus d'1 million d'espèces menacées et aujourd'hui, il faut faire quelque chose face à cette extinction. Les sociétés humaines doivent donc réagir et adopter une gestion intégrée des espaces et notamment repenser la manière dont elles conçoivent les villes. Le GIEC nous informe d'une évolution à 2050 de 1,5 degré au niveau planétaire. On va voir comment on va nous le subir ici dans nos régions. Le changement climatique aura de multiples impacts sur nos modes de vie et sur la gestion de la ressource en eau. On aura des phénomènes qui seront amplifiés. On le voit avec nos intempéries et notre hiver qui est pour tout le monde un petit peu anormal et nos canicules à venir. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Effectivement, en termes d'anomalies à l'échelle planétaire, qu'est-ce qu'1,5 degré avéré
notre niveau. Donc on voit que les évolutions ne sont pas uniformes. 1 demi-degré sur l'équateur, nos amis asiatiques auront 1,5 degré, et nous, on est entre l'Arctique et l'équateur. L'Arctique, lui, aura une évolution de 6 degrés. Le permafrost, la zone russe, est la plus impactée. Et à notre échelle européenne, ce sera une évolution de 4,5 degrés. C'est des prévisions, mais qui semblent de plus en plus avérées. C'est des données Météo France de 2020, qui se trouvent être confortées par les événements que l'on a subis cette année, avec une année qui est la plus chaude que l'on ait connue, avec une évolution, on est à 14,9 degrés de moyenne au niveau planétaire sur une année. Donc là, je vous ai représenté les données Météo France d'écart par rapport à la normale depuis 1981 à nos jours. On voit que depuis les années 1900 à 2020 plutôt. Donc on voit que jusqu'en 1980, on avait des hivers plus rigoureux et manifestement pas de canicule. Et depuis ces 20 dernières années, les hivers sont un phénomène exceptionnel. Ça faisait 6 ans qu'on n'avait pas connu de neige et on se prend 2 degrés d'évolution de canicule que je vais pouvoir vous modéliser dans la diapo suivante. Donc, comme vous le savez, on a eu des étés depuis 2020 assez exceptionnels que l'on voit en rouge sur cette cartographie qui représente les années sous forme de bulles. Donc, voilà, je ne sais pas si je peux la situer, mais vous avez en grand 2003 qui est l'exceptionnel et en orange, vous avez 2020 qui nous montre un petit peu ce que l'on subit tous les étés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une évolution en termes de température de 3 degrés et une baisse des précipitations, des étés à faible précipitation, contrairement aux années 60 et 70 qui sont représentées plus à droite du tableau. Donc, plus de température, moins de précipitations. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des vagues de chaleur qu'on observe dans ces dernières décennies. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une durée de canicule de 7 à 15 jours. 7 à 15 jours, 2003, c'était intense, mais finalement très court. C'était la première partie du mois d'août. Les ministres ont juste eu le temps de rentrer pour se rendre compte des dégâts. Qu'est-ce qu'il va en être dans les décennies à venir selon Météo France? On voit ce qu'est 2003 et 2020. Ce sont des phénomènes qui n'excèdent pas 2 semaines et on devrait voir des phénomènes qui vont avoisonner le mois jusqu'à 2050 et au-delà de 3 mois de canicule. Une canicule, c'est des nuits et des jours au-dessus de 24 degrés. Donc on a des phénomènes qui vont être plus longs. Donc on doit, avec nos villes résilientes, pouvoir intégrer dans les constructions des solutions et dans la rue commune des îlots de fraîcheur pour pallier à ces changements. L'impact, si on a un phénomène complet avec dilatation des océans et fonte est notable. Certes, ça va ouvrir des voies arctiques pour le commerce international, mais au niveau des constructions, on devra manifestement prévoir des solutions en littoral atlantique et méditerranéen. La barrière de la mer du Nord pour les Pays-Bas est en train de se faire relever de 60 cm, ce qui pour nous fait des gisements d'azobé qui étaient utilisés pendant les 60 dernières années en réemploi. Aujourd'hui, ils sont en train de la reconstruire en béton, en prévision, et ces modèles-là sont ceux que les capitales du Nord doivent prendre en compte. Donc, voilà, je vous ai présenté un état, et maintenant, je vais vous montrer l'urbanisme qu'on va pouvoir mettre en place pour répondre à ces changements climatiques et éviter, en tout cas, atténuer le déclin de la biodiversité. Donc, on l'a vu, ces canicules seront plus fréquentes. Il nous faut contrer cet effet d'îlot de chaleur. Pour le coup, on a émis des lois, on légifère. Vous avez certainement entendu parler de la loi ZAN, donc de la loi zéro artificialisation nette. On essaye de déminéraliser, et ce qui n'a pas été le cas lors des 20 précédentes années, de 92 à 2023, on a minéralisé les sols de 16% au détriment des espaces naturels.
C'est un vrai défi. Il y a une compétition pour l'espace et il y a eu une grande action qui s'appelle Rue Commune, qui a obtenu 200 000 votes pour collecter des réponses aux questions ensemble. Comment pouvons-nous transformer les villes à grande échelle? Et la réponse de la ville résiliente, c'est de permettre d'organiser un espace commun, flexible, évolutif, support de sociabilité et de redonner la priorité aux piétons dans la ville par rapport aux véhicules un peu ventous que l'on a en stationnement. Pour le coup, une ville apaisée, en bonne santé, amplifier la place de la biodiversité, la présence des vivants, rafraîchir la ville, notamment grâce aux arbres, et valoriser les eaux pluviales dans un cycle naturel et vertueux. Donc pour le coup, ces infrastructures vertes que l'on va modéliser avec le BIM permettent une adaptation. Effectivement, on a l'eau en phénomène de raréfaction en été, mais on a, qui plus est, une intensification des phénomènes, des inondations telles qu'on les vit actuellement. On doit réduire les îlots de chaleur, améliorer les stockages de l'eau, améliorer la qualité de l'air, puisque les végétaux captent le CO2 et nous restituent de l'oxygène, et renforcer l'autonomie alimentaire. On va voir qu'on va pouvoir réintroduire effectivement des fermes urbaines. Donc tous ces phénomènes vont permettre d'atténuer, de réduire les émissions, d'un gain d'énergie et pour le coup promouvoir une mobilité douce, une sensibilisation des usagers au changement climatique. Voilà, une évidence, vous la connaissez, pas d'eau, pas de végétal. Effectivement, l'arbre puise dans les ressources du sol et nous permet des îlots de fraîcheur, c'est-à-dire qu'il évapore l'eau dans l'atmosphère, ce qui réduit la température. On voit que sous les arbres et dans le végétal, on est à 27 degrés en période de canicule et que les espaces minéraux excèdent les 50 degrés, ce qu'on appelle le phénomène de l'abédo, qu'on va voir ultérieurement. Et effectivement, on a besoin de promouvoir le potentiel d'infiltration de l'eau et de déraccordement au réseau d'eau pluviale. Effectivement, nos réseaux ne permettent plus d'absorber les pluies qui deviennent de plus en plus conséquentes. Donc on va voir le fonctionnement hydrique à l'échelle du territoire et à l'échelle de la parcelle. Donc tout cela, c'est des informations qu'on va prendre en compte dans le BIM avec des logiciels que je vais vous présenter. On prend l'indice de perméabilité, l'écart des températures et les gradients de naturalité. Pour l'indice de perméabilité, vous avez une modélisation bioclimatique avec l'aide de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, là j'ai pris une cartographie du logiciel Landsim 3D. Il est proposé à nos élus de pouvoir avoir une visualisation des données d'imperméabilisation, d'occupation des sols et de richesse végétale, ce qui est en tout le gradient de naturalité. Donc on voit que ces indices sont pris dans le système BIM. Effectivement, l'indice de perméabilité va nous permettre de suivre le cycle de l'eau pour occuper au maximum les espaces inédificandi, de la toiture végétalisée, où l'eau tombe, au mur végétalisé, où elle va pouvoir suivre son cours en façade, et la récupération dans des noues plantées. Et l'État nous a fait une loi au mois d'août dernier, qui s'appelle la loi LOM, pour récupérer une place de parking de part et d'autre des stationnements. On va voir qu'elles vont nous permettre d'intégrer la rue nouvelle avec des noues plantées qui permettront l'évapotranspiration. Effectivement, l'arbre restitue dans l'air, par sa transpiration, de la vapeur d'eau qui rafraîchit l'air grandement et nous rend la ville plus soutenable. Donc il s'agit de capter l'eau pour la réutiliser avant de la canaliser. Voilà. En tout état de cause, une solution par rapport à la loi ZAN et qui nous demande une modélisation puisqu'on a des réseaux qui vont être pris en compte dans les cartographies, dans les modélisations numériques. Donc ainsi, on va avoir des systèmes de filtration avec tranchées drainantes pour gérer les eaux de ruissellement, prendre en compte le risque humain. Effectivement, on va permettre d'éviter des accidents puisque ces espaces vont être de part et d'autre des stationnements et d'intégrer plus de biodiversité, un retour vers une meilleure nature prise en compte dans le cadre de vie. Voilà, il faut combattre les changements climatiques sous forme d'îlots de fraîcheur.
Ces modélisations 3D intègrent les données environnementales. Là, vous avez une cartographie de l'albédo. On voit que l'albédo pour les arbres est 3 fois plus élevé, donc il garde moins la chaleur qu'un goudron qui, pour le coup, la capte. Donc tout cela, on va le modéliser. On va pouvoir intégrer ces morphologies urbaines pour choisir les meilleurs matériaux et créer le développement d'espaces verts en ville et d'équipements dédiés à la création d'îlots de fraîcheur, de brumisation, d'ombrières, de ventilation sans climatisation. Le bâtiment lui-même va être pris en compte. Donc l'ensemble de ces cartographies, évidemment, vous l'avez compris, sont prises en compte pour le coût par le BIM. Les contraintes, l'environnement, l'occupation des sols, l'hydrologie, ce sont des données graphiques sous forme de vecteurs qui vont être intégrées, en plus des informations qu'on capte par les images satellites et les jumeaux numériques. La qualité des diagnostics issus de la puissance algorithmique va permettre un rendu multiscalaire apportant une réponse, un éclairage pour nos élus et pour nos citoyens. Ça permet une meilleure prise en compte et ça redistribue les rôles, partage les responsabilités. En tout cas, on aura une visibilité et ça nous permettra de cerner dans nos espaces urbains des espaces sur lesquels on peut encore planter. C'est ce qu'on appelle des petits projets d'acupuncture. Aujourd'hui, ils vont apparaître et on va pouvoir avoir une réponse plus ponctuelle et de pouvoir passer de 1% de renouvellement urbain tel qu'on le fait au niveau annuel à l'ordre de 15% par incitation suite à ces diagnostics. C'est l'objectif du ministère. Donc comment cela est modélisé par le BIM? Donc je vous ai, grâce au bootcamp, j'ai pu travailler sur Revit, j'ai été chez Vectorworks et pour le coup chez Landsym 3D. Donc là je vous présente des présentations Landsym 3D sur cette page qui montrent la visualisation qu'on peut avoir de l'ensemble des réseaux sur Courbevoie et pour avoir une réponse, une réplique virtuelle du territoire modélisé en 3D. Elle permet d'observer comment fonctionne la ville de manière augmentée. On prend en compte les règles d'urbanisme, les diagnostics environnementaux, la localisation des réseaux en sous-sol et pour le coup, ça nous permet de savoir où on peut bâtir, où on peut planter, d'avoir une dynamique. Les données sont essentielles pour aider la prise en compte de la décision, favorisant le moindre impact environnemental, que ce soit du bâtiment ou des éléments extérieurs. Et à travers le BIM, cette mise en œuvre est possible pour façonner nos choix plus intelligents et répondre à ce défi qui s'ouvre à nous. On va de la construction jusqu'à la déconstruction. Pour le coup, ça c'est l'exercice que j'ai pu mener avec Arsenio. Sur une maquette, on définit le niveau, le niveau de détail qu'on doit prendre en compte au niveau du végétal. Donc pour le coup, ça va nous permettre d'intégrer des données et dimension, forme, position, orientation et pour le coup, un assemblage de tous ces objets. L'exercice sous Vectorworks nous permet d'avoir des représentations végétales de plusieurs niveaux. Le premier, c'est une représentation volumique dite proxy, sommaire. Évidemment, ça ne nous montre pas l'essence spécifique de l'arbre, ça nous montre sa volumétrie, ça nous permet de calculer ses orientations, ses ombres et son impact. Voilà, on peut ainsi restituer des informations sur ses utilisations, sa croissance, sa taille et sa persistance. Évidemment, en été, ce sera très utile de pouvoir avoir de l'ombrage. Voilà, une représentation de niveau plus détaillé. On peut aller vers une représentation photoréaliste. Effectivement, on a des applicatifs pour Revit et nous, en paysage, on utilise de l'image dite photoréaliste. Donc, on retouche sur Lumion. L'objectif, c'est que tout cela, à terme, soit intégré dans la maquette numérique de manière vectorisée. On a ainsi des gradients de température qui peuvent être figurés selon la nature des arbres. On commence à avoir des informations qui nous permettent de savoir que la température létale pour un hêtre ou un frêne est à 36 degrés. Donc on fait évoluer la palette et on travaille aussi avec la FNPHP, qui est l'organisme d'Ortis, pour dire aux pépiniéristes, dans 15 ans, on aura besoin des végétaux qui seront adaptés à nos environnements urbains. Donc on a une représentation de la thermique sur un arbre. Évidemment, on va jusqu'à une représentation. L'objectif futur, c'est d'avoir une représentation photoréaliste dans le BIM
et Vectorworks s'y initie, Revit pas encore. Donc il y a des applicatifs qui nous permettent de faire évoluer. On est en pleine réflexion et pour le coup, en niveau de détail proxy, on va avoir juste une silhouette. En niveau de détail, donc c'est le 200. En load 400, on va avoir jusqu'au tuteur et aux éléments relatifs autour de l'arbre. Donc voilà, j'ai fait un exercice où j'ai essayé d'intégrer les zones racinaires. Contrairement à ce qu'on pense, nos arbres urbains, ils nous arrivent avec des racines contraintes. Ils n'ont pas un régime racinaire aussi important que le houppier, c'est-à-dire la partie haute ne se retrouve pas dans le sol, elles ont été sectionnées en pépinière. Donc on a des zones racinaires qui vont jusqu'à 1,60 m de profondeur. Quand ça nous arrive de la pépinière, ça ne fait que 90 de profondeur. Donc on va voir comment ça s'intègre par rapport au réseau. Donc là, j'ai modélisé la zone racinaire, ce qui n'était jamais modélisé, et ça m'a permis de l'intégrer à la maquette pour pouvoir le visualiser en faisant une production permettant de voir l'évolution aussi dans le temps et d'avoir aussi un bilan carbone. Donc on va parler de dimensions 4D, 5D, 6D que l'on pourra représenter et on pourra extraire ces données pour pouvoir avoir une représentation et des nomenclatures. Donc on a commencé à faire des nomenclatures sur les végétaux et ainsi contrôler l'adéquation avec la demande du projet. Voilà, donc là c'est la petite représentation. On va vers ce qu'on appelle le CIM, qui est une modélisation du BIM vers la ville. Donc pour nous, on est le BIM sur du bâtiment. En paysage, on va être sur le LIM, qui signifie landscape. Et pour la ville, ça va être city, modeling ou management. Voilà, le tout, c'est d'aller vers un processus qui intègre ces données vectorielles. Voilà. En termes de représentation en proxy, on voit qu'on peut avoir une évolution des croissances de végétaux et de leur ombre. C'est une petite modélisation que j'ai pu faire pour le coup et une représentation quasi photoréaliste qui permet de prendre des décisions. Là, on voit les essences des arbres, alors que sur les précédentes représentations, on n'avait qu'une visualisation volumique. Voilà. Sur un projet plus conséquent, où on voit qu'on a essayé de prendre en compte la toiture végétalisée, les murs végétalisés, et de maximiser les espaces naturels en pied de bâti. Évidemment, le BIM ne s'arrête pas au bâti. C'est un tout. On va vers une modélisation de la ville qui va nous permettre de gérer les îlots de fraîcheur en prenant en compte les vides. Voilà, on gère les pleins et les vides. Aujourd'hui, c'est une réponse globale que l'on a besoin pour nos cadres de vie. Une représentation du bilan carbone. Alors, c'est tellement nouveau chez Vectorworks, c'est que ce n'est pas encore commercialisé. Donc, pour le coup, on a encore une adaptation des modèles américains au modèle français. Vectorworks a un calculateur de bilan carbone qui n'est pas encore adapté au modèle européen. On ne calcule pas de la même manière outre-Atlantique. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette modélisation du BIM bioclimatique afin de mesurer la qualité environnementale des projets et ainsi permettre de réaliser des simulations bioclimatiques. Merci beaucoup, Rémi. C'était super intéressant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce travail qu'a fait Rémi dans la salle ou par rapport à ces modélisations-là? Soyez pas timide. Moi, je peux poser une question. Alors, en fait, toutes ces compétences, tu les avais déjà avant de connaître le BIM, tu connaissais déjà en fait toutes ces compétences dont tu avais besoin dans ton métier de paysagiste. Et en quoi le BIM, ça te permet de mettre en lumière toutes ces compétences-là? Alors, le bootcamp Arsenio m'a permis d'avoir cette curiosité pour savoir comment intégrer cette démarche innovante et de pouvoir intégrer les notions de décarbonation, de la construction à la déconstruction. Donc j'avais un intérêt
je m'étais initié au sujet par la passation des marchés olympiques. J'ai pu travailler sur la maquette du quartier du village olympique où on a effectivement intégré toutes ces données. C'était une curiosité qui m'a amené à en vouloir être acteur. Donc, dans un premier temps, Arsenio m'a formé comme BIM modeler et nous amène à pouvoir intégrer le BIM en tant que BIM coordinateur au sein de structures. En tout cas, on essaye de prendre en compte l'État est demandeur et grâce à cette formation, j'ai pu intégrer ces données. Ces données, c'était une théorie. Maintenant, ça devient pratique. C'est ça l'enjeu, c'est ça le défi. Et c'est ça qui est formidable, c'est que pour une fois, on a un outil qui va nous permettre d'intégrer ce que l'on entend au quotidien, mais sur lequel on n'avait pas de réponse pertinente. Donc aujourd'hui, c'est un bond en avant que nous permet cette formation. Et pour le coup, il y a une vraie attente de nos élus. Donc là, je vous montre la modélisation de là où seront interroger nos athlètes. C'est dans le cercle olympique dans quelques mois. C'est la Halle Maxwell de Saint-Ouen où on a le quartier où 24 000 athlètes seront accueillis. Et on m'a demandé au Débeauté, suite à la défaillance de l'équipe Perrault, de reprendre la passation des marchés olympiques. Et là, j'ai découvert qu'il fallait tout passer en maquette numérique BIM sous Revit. Et du coup, moi j'ai utilisé des viewers, c'est-à-dire que j'en étais pas acteur, j'en étais juste analyste. Donc on a utilisé BIMTrack, FBIM, et j'ai eu cette curiosité en sortant de cette expérience professionnelle de demander à Arsenio de me permettre d'en être acteur. Et c'est cela que m'a apporté la formation. Donc pour le coup, on me demandait de faire une ville où on intègre le végétal et la biodiversité avec des gradients de naturalité, et d'y mettre une forêt urbaine. Et au final, on a pu ainsi mettre plus de biodiversité, plus de densité végétale, de rafraîchir l'air, lutter contre la pollution, et ça nous donne un cadre agréable et fonctionnel où seront nos athlètes. C'est le lieu, rue Landy à Saint-Ouen, où vous avez possibilité, et vous avez possibilité de voir le jardin des témoins qui est ouvert au public, et demain vous allez voir les athlètes pendant ces Jeux olympiques sur cet espace qui se veut être un espace de nature réinventé. Voilà, on habite le paysage et c'est à la portée de tous si on s'en donne rapidement les moyens. Ce que peut permettre le BIM. Ok, donc là à Saint-Ouen, il y aura les puces, elles pourront aller dans la forêt maintenant. Alors les puces sont à la porte de Saint-Ouen et là on est à 700 mètres de la mairie de Saint-Ouen. Donc les puces sont préservées et elles ont un vrai enjeu touristique. Là on est dans les anciennes halles Fraissinet autour de la Cité du cinéma où Luc Besson a pu filmer Léon, et donc il avait pu obtenir auprès de nos institutions de geler les anciens bâtiments et tout un territoire qui a été réinvesti pour y mettre les 24 000 athlètes dans quelques semaines. Super. Merci beaucoup Rémi. Je vous remercie de votre écoute. Super présentation. Merci.